Bonjour à tous. Est-ce que vous nous Bonjour. entendez? Normalement, ça doit être bon. Est-ce qu'on peut juste avoir confirmation sur le chat que c'est bon? Ok, on est live. Ok. Bonjour. On va se présenter rapidement. Benoît Robin, Bouygues Construction à Bordeaux, architecte de formation au pôle conception. Ça fait 6 ans que je suis dans le groupe et précédemment, j'ai exercé en tant qu'architecte en cabinet et en libéral. Bonjour, donc Damien Hawker. Je suis responsable déploiement BIM. Donc, il y a la caméra qui bouge, ouais, c'est là. Responsable déploiement BIM chez Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest. Je m'occupe aussi de toute la partie Open Innovation et informatique technique. Donc, pour un secteur qui va de Orléans à Montpellier jusque sur la côte atlantique. Voilà, donc on va démarrer la présentation sur la transformation digitale et l'innovation et comment le BIM vient s'intégrer dans l'innovation de l'entreprise. On va vous présenter très rapidement à travers 3 chapitres, la présentation de Bouygues, ça, pour les gens qui ne connaissent pas, le contenu propre de la présentation, le BIM et l'innovation, et puis rapidement 3 exemples pour illustrer un peu comment est-ce que ça se traduit concrètement. Voilà. Bouygues, rapidement, c'est un grand groupe. Ce n'est pas que des télécoms, c'est aussi du bâtiment et c'est le métier de base et d'origine du groupe, avec des travaux publics, l'entretien aussi de tout ce qui est euh, électricité, réseau, etc., urbain, et des concessions aussi à travers des infrastructures au niveau national. Bouygues, nous sommes donc au centre là de la présentation de Bouygues Construction, mais effectivement, vous avez aussi Colas qui est pour certains certainement connu, qui fait l'entretien des ponts et des voiries, Bouygues Immobilier, qui conçoit des immeubles, et puis vous avez bien entendu Bouygues Télécom, plus connu, et TF1, voilà pour l'audiovisuel. On pourra rajouter M6 aussi. Et donc pour Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, on est tout en bas de la slide à gauche sur la partie Bouygues Construction. Donc de notre côté, chez Bouygues, donc on est présent sur, comme le disait Benoît, sur l'ensemble de la chaîne de construction et de déconstruction d'ailleurs. Et donc sur la présentation qu'on va vous faire, on va vous montrer différents use cases, montrant au-delà de l'ère du numérique, c'est plutôt de l'innovation. Et l'innovation, moi je la conçois comme du high-tech, mais aussi comme du low-tech. Donc comment tout ça vient s'intégrer dans nos métiers aujourd'hui. Donc, on va faire une petite présentation rapide, parce qu'il y a un petit peu de retard sur le planning, mais au moins pour mettre tout le monde à niveau sur les sujets du BIM. Donc, une petite slide sur les définitions, enfin quelques slides sur les définitions qu'on va passer rapidement, histoire de bien parler le même langage. On va parler des enjeux aussi, donc les enjeux côté client et puis côté entreprise, sur différents stades. Le premier sur la conception-construction et puis l'autre sur la partie exploitation-maintenance. Et donc, quelques exemples d'usage concrets de manière pragmatique. Donc déjà, la définition, le BIM, qu'est-ce que c'est? De la 3D, non. Un logiciel, non plus. Déjà, le but du jeu, c'est de tordre les coups à des idées préconçues sur le sujet. Hop, revenu. Je vais réessayer. Tac, voilà. Donc, les niveaux de détail, excusez-moi, je vais remettre ça en plein écran parce que je ne vois plus la présentation. Hop. On va parler des niveaux de détail. Les level of detail, c'est quoi dans le BIM? C'est le fait d'intégrer la notion de géométrie et aussi la notion d'information.
Ça veut dire qu'un modèle BIM n'a d'intérêt, pas que si j'ai de la 3D, mais aussi si je vais informer tout ça. Donc, c'est la fameuse data. Et donc, l'intérêt du BIM, c'est la combinaison de tout ça. Ce qu'on peut appeler aussi en français des niveaux de détail, les ND et les NDI. Niveau de détail et niveau d'information. Voilà. Le BIM et ses acteurs, je suis désolé, je vais assez rapidement pour qu'on puisse aller plus vite sur les use cases. On entend souvent parler du BIM manager. Sous le BIM manager, les BIM coordinateurs. Sous les BIM coordinateurs, les BIM modelers. Un BIM coordinateur, c'est une personne qui est sachante dans sa discipline et qui va être le manager de un ou plusieurs BIM modelers dans une discipline. Si je prends l'exemple d'un bureau d'études corps d'état technique, il peut avoir un BIM coordinateur pour les LEC, pour la CVC, pour la plomberie. Et puis, sous chacun de ces coordinateurs, il a des modelers dans leur discipline. Et tout ça, toutes ces équipes sont mises en musique par le BIM manager qui, lui, donc rattaché à la direction de projet, va être le garant des échanges, de la qualité des échanges entre ces acteurs et surtout du respect du cahier des charges fourni par la maîtrise d'ouvrage s'il y en a un, ou en tout cas de la convention BIM pour l'ensemble du groupement s'il y a des usages qui sont ce que j'appelle consanguins, à savoir des usages uniquement pour le groupement et lui seul. Très souvent maintenant, on a de plus en plus de maîtrises d'ouvrage qui ont des cahiers des charges et des chartes BIM qui sont clairement définis, et donc le BIM manager est surtout le garant de cette application-là, de la définition des interopérabilités, de comment les logiciels vont se parler entre eux et de mettre en place les use cases sur l'ensemble du projet. Et donc, je passe maintenant la main à Benoît qui va vous parler des enjeux du BIM. Donc, effectivement, les enjeux, pourquoi, le BIM, on va se poser la question, c'est effectivement une création de valeur, c'est améliorer en fait, la qualité du travail, de l'ouvrage et des services, on verra, et le déroulé de l'opération pour que ça se passe mieux, pour satisfaire à terme, effectivement, le client. Donc, au niveau de la conception, effectivement, c'est une modélisation, on pourrait dire, d'une maquette de base. C'est l'entrée, on va dire, du BIM, avec un certain nombre d'incréments qu'on va ajouter pour, à terme, faire baisser le coût de l'ouvrage, avoir une meilleure compréhension. On verra aussi à travers sur une autre slide, avoir des 3D plus rapidement. Et puis, une meilleure gestion aussi à terme du projet, c'est-à-dire que quelqu'un qui va récupérer une maquette BIM pourra intervenir sur le projet 10 ou 15 ans après en récupérant tout l'historique de la conception jusqu'à l'usure même, voire même anticiper l'usure du bâtiment avant avoir un dysfonctionnement. Donc, pour nos clients, l'intérêt, c'est effectivement un ouvrage qui colle mieux aux attentes de l'utilisateur final. C'est améliorer le projet, parce qu'effectivement, avoir une maquette, donc le thème de la séance, c'est aussi le SIN, donc le jumeau numérique. Donc, c'est pouvoir anticiper les effets de chaleur, anticiper l'usure, etc. Donc, tout ça, pouvoir l'anticiper, encore une fois, ça apporte une satisfaction plus importante à l'usager et au client. Et puis, effectivement, ça permet aussi de pouvoir faire évoluer le projet demain, c'est-à-dire que ce soit dans le thermique, que ce soit pour des châssis vitrés ou autre chose, une surélévation. Comme on a toutes les données structurelles, techniques du bâtiment, on va pouvoir mieux anticiper et faire évoluer ce bâtiment. Et puis, optimiser, donc c'est réduire aussi les coûts, comme on a anticipé le projet en amont. C'est anticiper les coûts de fonctionnement, parce qu'effectivement, un bâtiment a un coût à un instant T à sa construction, mais aussi un coût à travers les charges qu'il génère tout au long de l'année. Enfin, c'est mieux gérer le déroulé de l'opération, c'est-à-dire mieux coordonner l'ensemble des acteurs. De la conception, donc en amont, comment est-ce qu'on s'implante sur un terrain, comment est-ce qu'on communique avec la mairie à travers des visuels, etc. Tout ça, en fait, on vient incrémenter et accompagner, accompagner à la fois le discours et l'évolution de la conception pour apporter une satisfaction meilleure au projet et à un coût plus maîtrisé, même si au départ, comme dans toute innovation, ça peut générer peut-être des coûts plus importants parce qu'on découvre quelque chose qu'on ne connaît pas forcément.
à terme, le but, c'est de faire des économies aussi de projets. Du coup, on va repartir sur la partie enjeux pour l'entreprise. Donc, je vous disais tout à l'heure en préambule, deux sujets. La partie enjeux pour l'entreprise en phase programmation, conception et construction. Donc, les enjeux, c'est toute la partie créativité et compétitivité. On va se servir du BIM et là, de la 3D aussi pour être plus créatif dans nos projets. Mieux gérer les projets complexes, c'est-à-dire que le BIM va avoir deux effets. Un, c'est-à-dire que les projets standards devraient ou sont mieux gérés de manière plus automatique. Et en même temps, on va profiter de l'intérêt de nos machines, et pour ceux qui connaissent du Grasshopper ou autre, mieux gérer des projets complexes pour se permettre un peu plus de fantaisie dans nos projets. Et puis, mieux gérer les performances et l'efficacité de nos processus internes d'entreprise. Donc là, ce que je vous montre sur le projet, deux choses sur cette slide. Mieux gérer les besoins de nos clients, ça va être de comprendre nos clients, de pouvoir faire beaucoup plus de simulations de projets, ne serait-ce que dans la conception, mais aussi au niveau énergétique et environnemental. Donc de faire des analyses, des projets analytiques et de mieux faire les simulations. Et puis d'avoir une conception aboutie le plus tôt possible. Là, vous avez, pour ceux qui connaissent la fameuse courbe de McLemy, ça fait 15 ans que je fais du BIM et cette courbe-là, j'adore toujours la présenter. Elle montre deux choses. Celle que vous voyez en bleu très clair, c'est la façon traditionnelle dont on travaille dans le bâtiment. Et puis deux courbes, une descendante bleue qui est l'explication de la capacité d'optimisation. Forcément, plus j'avance dans le temps, plus ça va être compliqué d'optimiser parce que je tape dans le dur. Et le corollaire de ça, c'est la courbe rouge, c'est que forcément, plus j'avance dans le temps, plus les modifications vont me coûter cher. Et donc, on se rend compte aujourd'hui, dans la courbe bleu clair traditionnelle, c'est que la pointe de ma courbe de Gauss, elle est après le point de bascule entre ces deux courbes. C'est-à-dire que les deux courbes se croisent et c'est juste après que c'est là où je bosse le plus et c'est là où je fais encore plus de conception. Donc, ça veut dire que tous les éléments de conception que je vais faire vont être moins simples à mettre en œuvre et vont me coûter plus cher. Donc, la double peine. L'intérêt du BIM, justement, c'est de prendre cette courbe et puis de tout ramener le plus en amont possible et de faire de la conception dès les phases de conception et de la conception aboutie, avec deux effets à ça. Le premier, donc, d'avoir la courbe de Gauss qui est beaucoup plus en amont de ce point de bascule entre les deux courbes. Et aussi, un autre effet, c'est qu'on voit bien que les deux courbes sont moins... Enfin, la deuxième, du coup, la plus foncée, est moins haute que la première. C'est-à-dire que le BIM est censé faire gagner de l'argent et donc du temps de travail. L'autre effet qui se coule dont je voulais parler, c'est celui qu'on voit tout au début, c'est que là où j'ai une courbe bleue claire à un niveau, celle bleu foncé est quasiment 2 fois plus haute sur la phase de démarrage. Ça veut dire que si je veux faire du BIM, il va falloir à un moment donné mettre 2 fois plus d'énergie sur la phase de conception, parce que là, aujourd'hui, ce qui peut encore régulièrement se passer, c'est qu'on essaie de combiner les deux. Ça veut dire qu'on ne met pas beaucoup d'énergie au démarrage et en même temps, donc on se retrouve avec deux courbes qui sont cumulées et avec des effets pervers où on se dit, mince, le BIM, j'en fais, mais finalement, ça me coûte plus cher. Oui, mais parce que parfois, l'énergie n'est pas mise suffisamment tôt pour pouvoir faire quelque chose d'efficient. Et donc, sur la partie, juste avant de passer, c'est sur la partie BIM aussi, sur la partie créativité, compétitivité. Oui, donc effectivement, ça permet aussi d'avoir des catalogues de produits, que ce soit des maisons, des modules d'habitation, des immeubles entiers, voire jusqu'à des salles de bain ou des pièces qui sont préfabriquées comme des gaines. Ça permet effectivement de maîtriser mieux les coûts, de mieux les assembler et d'avoir une échelle en fait d'intervention plus maîtrisée. L'objectif, donc, ça va être d'industrialiser au maximum nos process de construction. Donc, sur la suite, mieux gérer la complexité de nos projets. Ça se fait pas. Est-ce que vous voyez ça passer? Non, voilà, c'est bon. Donc, avoir un meilleur suivi des exigences et de contrôle de la conception. Là, on va se servir surtout de la data et de la visualisation. Donc, il y a pas mal d'outils. On verra par la suite au niveau des use cases. Je passe assez rapidement sur ces éléments-là. On vous montrera des exemples plus probants juste après. Donc, un meilleur pilotage des métiers et des acteurs, ça rejoint le fait de pouvoir travailler de manière collaborative beaucoup plus poussée. Donc, toute la partie simulation et simplification des simulations, on va se servir de ce genre d'outils. Donc, on n'est plus au Rotring et au Kutch
ni même sur AutoCAD, mais on a des outils ou des éléments qui vont permettre, dès les modifications 3D, de récupérer de la donnée fiabilisée et de simplifier les chiffrages. Et aussi toute la partie sécurité, parce que c'est quand même un volet assez important chez nous, et notamment dans le métier plus généralement de la construction et de l'organisation des entreprises. Donc, on voyait tout à l'heure sur le fait d'industrialiser, de mieux processer. Tout ça va permettre d'avoir un peu plus d'anticipation et d'améliorer les sujets de sécurité. Et enfin, toute la partie performance et efficacité. Donc effectivement, le but de tout ça, c'est gagner du temps dans les études, diminuer le coût interne et mieux collaborer effectivement entre chacun. Pour, comme le disait à l'instant Damien, le but, c'est quand même de standardiser, d'industrialiser et puis de capitaliser effectivement. Damien parlait de la data au départ. Effectivement, c'est un des enjeux de demain. Le BIM, ça existe depuis un certain nombre d'années, mais ça prend un vrai tournant. Et avec l'apport effectivement aussi de l'intelligence artificielle, c'est en train d'évoluer à vitesse grand V pour apporter encore plus de données et de capital au travail pour apporter plus de satisfaction, encore une fois, à l'usager. Et donc, pour la partie exploitation-maintenance, les enjeux, finalement, sont les mêmes que sur la phase de conception-réalisation. Donc, créativité, compétitivité, gestion accrue des projets complexes et améliorer nos performances de nos processus. Sur les exemples qu'on a juste après, donc il y a mieux répondre aux besoins de nos clients avec des éléments, alors je ne vois pas très bien, ouais, c'est ça, tout ce qui est délai de réponse. Les catalogues de solutions, même chose que sur la phase exécution. Et puis, on va vous montrer là juste après une petite vidéo que je vais passer tout de suite, hein, ce sera l'occasion de la voir. Donc là, c'est un exemple de ce qui a été fait il y a un peu plus de 3 ans maintenant avec Bouygues Energy Service et la société Block in Block. L'idée, c'est d'utiliser des outils de réalité augmentée pour simplifier l'exploitation maintenance. Ici, vous voyez quelqu'un avec une tablette. L'objectif ici, c'est de superposer l'avatar numérique avec le réel et de pouvoir visualiser les équipements qui étaient modélisés tels que construits, bien sûr. C'est-à-dire que ce qu'on fait, en tout cas, ce qu'on faisait mal avant en 2D, si on le fait mal en 3D, on n'a rien gagné. Donc, il faut être bien sûr que le bâtiment numérique, il est bien le reflet exact de ce qui a été construit, mais qui va permettre de superposer le virtuel et le réel et d'accéder à un visionnage des éléments qui peuvent être masqués par des cloisons, des gaines, et de simplifier l'intervention. Ici, par exemple, je dois intervenir parce que j'ai une problématique sur une bouche. Je peux directement cliquer sur cette bouche d'aération, savoir où elle est raccordée, voir quel type de bouche c'est, quand elle a été mise en service. Enfin, tout ce genre d'informations qui vont me permettre d'anticiper au maximum des interventions a posteriori sur l'ouvrage. Donc voilà, c'était sur le CHU de Caen. Et puis toute la partie valorisation du patrimoine par la meilleure gestion, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, le fait de pouvoir anticiper les interventions, éviter des déplacements à foison où je me déplace une fois, je dois soulever le faux plafond, vérifier quel est l'équipement, retourner au magasin, récupérer la bonne pièce, revenir. Enfin bref, tout ça, on vient intégrer dans la partie compétitivité. Donc, gérer la complexité de nos projets, ben, même chose, c'est avoir une gestion plus accrue, que ce soit de la sécurité, du contrôle d'accès. Donc là, on va plutôt parler. Le BIM, à ce moment-là, c'est plus tant la finalité, c'est simplement une brique qui vient s'intégrer dans un processus digital beaucoup plus large. Quand on va parler d'IoT, donc d'Internet of Things, c'est comment je vais pouvoir connecter des objets, les relier, on en parle un peu plus loin à un boss, ou simplement à une GTB ou une GTC pour pouvoir faire de la remontée d'informations. On en parlera un peu après dans les use cases. D'accéder à la donnée, d'avoir des outils donc plus adaptés de réalité augmentée, mais ça peut être aussi de réalité virtuelle. On peut faire du serious gaming pour pouvoir former les futurs intervenants sur les projets. Et donc, du coup, par la force des choses, d'avoir des techniciens plus efficaces ou en tout cas plus efficients grâce à des outils type des outils tablettes connectés. On en voit de plus en plus sur le marché. Pour ceux qui sont allés au BIMworld la semaine dernière, il y avait pas mal de démonstrations sur le sujet. Et dernier point sur l'efficacité de nos processus, ben, la gestion de la mise en service de l'ouvrage, forcément. Donc, on a des outils chez Bouygues Construction, on a un partenariat qui a été signé avec Dalux, qui est un outil de suivi de chantier qui nous permet de faire la gestion de nos OPR et de nos réserves, et donc de mieux gérer la mise en service de l'ouvrage, et aussi de capitaliser sur toute la partie exploitation-maintenance. On n'y est pas encore, mais on y travaille sur cette fameuse carte vitale du bâtiment ou la carte numérique de l'ouvrage,
dans le futur. Et puis, il y a toute la partie continuité du processus BIM, parce que l'idée, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on fait du BIM que j'appelle consanguin d'un groupement pour un groupement, bon, certes, c'est bien, mais on a vu que la face émergée de l'iceberg. L'intérêt derrière, c'est d'avoir cette continuité côté maîtrise d'ouvrage, exploitation, maintenance, pour pouvoir mettre en œuvre tous les process qu'on a vu ici, capitaliser et avoir cette continuité de tirer la ficelle le plus loin possible sur la vie de l'ouvrage. Et donc, j'en parlais aussi tout à l'heure sur la partie sécurité des utilisateurs. C'est tout ce sujet de serious gaming, de simulation, où on travaille avec une entreprise aussi qui fait ça aussi, qui s'appelle StudioNix, qui bosse aussi sur d'autres métiers, où on va utiliser la réalité virtuelle et l'immersion grâce aux avatars de nos bâtiments. Voilà, donc si vous avez compris les enjeux, on va passer sur les usages de manière plus concrète. Et là, principalement sur les usages en phase étude, on va parler de la modélisation, de la visualisation, de la simulation, de la coordination et de la production de livrables. Donc, en premier exemple, ici, en phase étude, c'est comment on va réussir à capter un environnement existant. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, c'est là-dessus, aussi, ça évolue très vite là, depuis quelques années. C'est vraiment en train de prendre un vrai tournant. Avec des plateformes, par exemple, comme SpaceMaker et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'effectivement, dès que vous concevez aujourd'hui un bâtiment, vous pouvez intégrer l'intervention du vent, les îlots de chaleur, les vues, les points d'intérêt, etc. Et tout ça en quelques clics. Donc, en gros, en 10 minutes, vous avez une cartographie exacte de votre bâtiment, ses qualités, ses défauts, ce qui nécessitait, on va dire, précédemment peut-être 2-3 jours de travail avec des spécialistes dans tous les domaines. Donc, tout ça, ça apporte vraiment un vrai confort et une vraie qualité sur la conception même du bâtiment dès le départ. On va parler effectivement de generative design. Il y a notamment Autodesk qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, sur le fait de paramétrer un bâtiment sur la base de contraintes. Et en fonction des sliders sur les différents paramètres, je vais pouvoir jouer sur comment je vais concevoir mon bâtiment, comment je vais gérer mes espaces, la luminosité, les accès. Ici, vous allez juste avoir une petite vidéo de l'utilisation de drones et de photogrammétrie. C'est le site où on se trouve aujourd'hui. Vous ne les voyez pas parce que c'était avant qu'ils soient construits, c'était les bâtiments de Bordeaux Métropole et de Bouygues Bâtiments Centre-Sud-Ouest. Et donc, grâce simplement à du drone et avec du scan 3D et un peu de lidar, on a pu numériser un environnement de 3 hectares pour récupérer la plateforme topographique sur la base d'un mesh, ce qui nous a permis de manière assez pragmatique de venir planter nos bâtiments directement sur le terrain et de se servir de ce genre d'informations pour avoir un meilleur visuel. Hop. Sur la phase étude, visualiser, communiquer, je ne sais pas si tu veux en parler. Après, effectivement, c'est le BIM, c'est comme ces maquettes qui, vous avez vu, qui sert à beaucoup de choses. Ça sert effectivement aussi pour commercialiser, pour vendre et pour créer des images de synthèse, ce qu'on faisait faire précédemment par un perspectiviste qui était uniquement une image figée sans donner ajouter aux matériaux, aux murs, aux plans verticaux, horizontaux, etc. Donc là, on va utiliser différents outils, alors des moteurs de rendu 3D forcément, et puis donc de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, ou simplement de la génération d'images 3D texturisées. Enfin, tout ça, l'objectif, c'est de visualiser et mieux communiquer sur les projets avec nos pilotes. On va aussi utiliser, donc Benoît en parlait tout à l'heure, énormément d'outils de simulation analytique. Donc, si je pars en haut à gauche, vous avez l'image d'une descente de charge avec des nœuds et les fibres de calcul. Vous avez les simulations techniques, sismiques, avec les déformés. Vous avez les simulations d'écoulement de vent qui sont faites là, sur l'image en haut à droite. Les ombres portées, ce qu'on appelle des héliodons. L'idée de ce genre de choses, si je prends l'exemple de l'héliodon avec les ombres portées, ça peut aussi être un outil assez efficace pour rassurer un voisinage. J'avais un super terrain, je faisais pousser mes tomates et il y a un immeuble de 4 étages qui va se monter juste derrière chez moi. Ben, je peux montrer à la personne qui est inquiète, qui pourrait faire un recours de tiers sur un permis de construire parce qu'il n'a pas envie qu'un immeuble de 3 étages arrive, simplement lui montrer qu'en simulant les ombres portées, effectivement, il aura peut-être des ombres portées sur son jardin de mon immeuble, mais que ce sera qu'en hiver et que donc il n'y a pas de souci à se faire pour ces tomates, elles pourront toujours continuer à pousser en été. Enfin, ce genre d'outil peut aussi, de manière très pragmatique, dégonfler des problématiques assez rapidement. Et puis toute la partie thermique et acoustique, on va faire des simulations. Et l'intérêt de ces outils-là, c'est qu'on va se servir de la puissance de calcul des machines qu'on a aujourd'hui
pour pouvoir faire le plus en plus de scénarios et voir quelle est la meilleure solution adaptée à un projet, en tout cas à l'usage. Et toujours sur la phase d'étude, on va parler de coordination ou de pré-synthèse, même si je ne suis pas forcément fan d'utiliser le terme de pré-synthèse, parce que ça veut dire que si on dit pré-synthèse, c'est qu'il y a synthèse, et synthèse, souvent, c'est fait en exé. Et moi, l'intérêt du BIM, justement, c'est de pouvoir faire de la pré-synthèse qui soit de la synthèse dès la phase de conception. C'est le coup de la fameuse courbe de MacLeamy. C'est-à-dire que si je fais une synthèse, je la fais bien le plus tôt possible pour ne pas avoir de problème après en exécution. En tout cas, tout ça, pourquoi? Cette phase de coordination, c'est pouvoir faire de la compilation. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai dû passer vite tout à l'heure quand j'ai appuyé sur mon slider, c'était les niveaux du BIM, le BIM niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Aujourd'hui, du BIM niveau 3, enfin, clairement, à l'échelle d'un projet, je ne vois pas encore comment ça peut se faire. Par contre, on est sur la plupart du temps des projets en BIM niveau 2. Ça veut dire que chaque partenaire avec lequel on travaille produit sa propre maquette ou son propre modèle. Et donc, on fait une agglomération, ce qu'on appelle un modèle de synthèse. On a des partenaires qui vont pouvoir travailler en ce qu'on appelle BIM niveau 3 sur des maquettes collaboratives. Mais quand c'est, par exemple, un partenaire corps d'état technique qui va faire électricité, courant fort, courant faible, plomberie, CVC, et eux pourront éventuellement travailler sur une maquette collaborative sur ces 4 métiers-là. Mais à l'échelle d'un projet, on sera souvent en BIM niveau 2, donc sur une compilation de modèles pour pouvoir faire de la clash détection entre les maquettes, cette synthèse ou cette pré-synthèse, organiser les flux d'informations et toute la partie interopérabilité. Et puis, la partie production de livrables en étude, c'est la même chose. L'intérêt du BIM, c'est quand je modélise, je vais au moins récupérer de manière simple les informations sur les objets modélisés, donc tout ce qui est quantitatif, exploitation de ce qu'on appelle de nomenclature ou de quantité, avec des outils de chiffrage. Donc là, je mets en exemple BIM Office ou ATIC+, qui sont des outils qu'on utilise chez nous, qui vont nous permettre de simplifier toute la phase de métré et de quantitatif. Parce que forcément, comme on voyait sur les slides d'avant, si je fais plus de simulations, ça veut dire que je vais faire bouger mon bâtiment de manière plus ou moins forte. L'intérêt de l'outil, c'est de pouvoir du coup en extraire des informations le plus rapidement possible. Et donc, on arrive sur la phase d'exécution. Finalement, sur la phase d'exécution, on va retrouver les mêmes enjeux, les mêmes exemples. Ici, donc, la partie captée de l'environnement existant, ça veut dire qu'on a des chantiers de réhabilitation, de rénovation, où on va pouvoir se servir du scan 3D ou du drone pour remodéliser. Vous avez un exemple ici, c'est sur le tribunal administratif de Lille, la petite image tout en bas à droite. Plusieurs usages. Au départ, l'équipe chantier elle s'est dit tiens, je vais faire un scan 3D de mon bâtiment, histoire de voir à quoi mon bâtiment ressemble. Et en fait, ils se sont rendus compte de plusieurs choses assez intéressantes. La première, c'est que c'était un bâtiment de 1870. Et en faisant ce scan 3D, ils se sont rendus compte que là où on était parti sur quelque chose de très théorique, avec des magnifiques planchers complètement horizontaux, on avait des planchers bois qui avaient pris de la flèche sur le dernier siècle. Et que finalement, ça avait quand même pas mal d'incidences sur la construction des nouveaux logements à l'intérieur. Donc, ça a permis de manière assez anticipée de reprendre l'articulation des pièces et la distribution des réseaux techniques avec l'architecte en anticipant les endroits où il y avait des flèches au niveau des planchers. Et même chose sur des problématiques de hors d'aplomb sur certaines façades, parce que dans le nord, on avait des façades en briques avec des murs de 34 cm d'épais, ou certains endroits, on avait des hors d'aplomb de plus de 5 cm. Et donc, ça, comme c'était un bâtiment qui était censé être revendu après, forcément, hors d'aplomb de 5 cm, ça fait de la surface de vente d'un côté en moins. Donc, ça a permis tout de suite d'anticiper des problématiques qu'on aurait simplement pu voir après coup au moment de la phase de construction. Donc là, dès le début de l'exécution, même limite, ce scan 3D, maintenant, c'est des choses qu'on va pouvoir faire maintenant dès les phases de conception et non pas au démarrage de l'exécution. Ensuite, il y a toute la partie visualisation et communication, donc que ce soit pour nos clients, que ce soit aussi pour nous et pour nos compagnons. Donc, on va utiliser des plateformes d'échange BIM, il y en a moult, des viewers 3D, des outils de suite de production, j'en parlais tout à l'heure avec Dalux. On va utiliser des outils, des écrans type Hublot ou Cabine, donc qui sont des écrans qui peuvent être connectés à des tablettes ou à des ordinateurs pour permettre à nos équipes chantier de toucher le BIM et de le rendre pratique, parce que l'objectif, c'est pas que ce soit simplement quelque chose qui se passe au château, mais que ça serve aussi aux gens qui sont sur le terrain, ou des écrans interactifs mobiles pour le chantier, où les compagnons vont pouvoir visualiser le projet, vont pouvoir avoir accès aux modes opératoires, aux différents éléments de sécurité. L'objectif de tout ça, c'est toujours de mieux appréhender un projet, de mieux comprendre ce qu'on va faire.
Et puis encore, même chose, simulation et analyse. Donc là, vous avez quelques images. Donc là, il y a la charpente métallique de la salle de spectacle de Floirac qu'on a construite sur la rive droite de Bordeaux. Donc tout ce qui est dimensionnement des éléments de porteur, les charpentes métalliques, j'en passe et des meilleurs. Toutes les différentes simulations. D'autres exemples ici donc de synthèse technique où imaginez l'image au milieu si c'était en plan 2D, qu'il fallait faire une compilation de plusieurs plans 2D sur AutoCAD. Là, on est bien content d'avoir des maquettes 3D géoréférencées, compilées pour pouvoir faire une détection de clash de manière automatique. On voit clairement l'intérêt principal de ce genre d'outil. Et puis, sur la partie production de livrables, donc, ça peut être de manière très basique de produire des livrables 2D, parce que clairement, on parle de BIM, mais finalement, le nerf de la guerre ou la partie contractuelle, à un moment donné, ça reste aussi le plan. On a beaucoup de bureaux de contrôle qui travaillent encore sur du plan 2D, pour la majorité. Donc, à un moment donné, il faut se servir de la maquette pour produire de la 2D. Donc là, vous avez un plan de coffrage sorti depuis une maquette structure. Il y a aussi des productions de livrables pour nos clients. Donc là, vous avez un exemple. On travaille avec une entreprise qui s'appelle InnoVR, qui met à disposition des mallettes. Là, on a mis à disposition de notre client pour la salle de spectacle d'Orléans qui s'appelle Comet, qui leur permet de manière autonome, ils ont mis à disposition un bungalow dans lequel ils peuvent faire de l'immersion pour pouvoir faire de la vente de locaux commerciaux en vue de la livraison de la salle qu'on est en train de leur construire. Donc là, on est sur un livrable BIM, c'est plus que BIM, c'est du rendu, enfin c'est plus que BIM. C'est différent du BIM, on est sur du rendu graphique immersif pour vraiment appréhender des volumes le mieux possible pour les futurs usagers. Autre exemple de production de livrables, ce qu'on appelle les témoins techniques 3D, où là on est moins dans le visuel, mais plus dans les éléments techniques de coordination, où en 3D, on va s'assurer que quand on vient positionner d'autres organes qui ne sont pas de notre ressort, une machine à laver, une cuisine équipée, que tout a bien été intégré, pris en compte, valider les différents éléments de détail grâce au modèle BIM. Et autre exemple en production de livrables, j'en parlais tout à l'heure, c'est toute la partie sécurité. Donc, on a nos modes opératoires, nos plans de sécurité. Toute la partie logistique aussi, on va se servir des modèles 3D pour simuler au mieux les endroits de stockage. On a des exemples de chantiers en rénovation où on va modéliser en 3D les aires de stockage pour les mettre réellement en place in situ. Et enfin, sur la partie exécution, il y a toute la partie contrôle et validation. Donc, j'en parlais tout à l'heure avec Dalux. On va se servir du BIM, mais pas que. C'est-à-dire que quand on a du BIM, bah, très bien, on va se servir de la maquette, mais de tous les outils digitaux qui vont nous permettre d'intégrer les modèles 3D, de pouvoir faire un suivi le plus précis possible, tout en capitalisant au maximum la data pour historiser nos projets, savoir ce qui ne marche pas et anticiper les projets futurs. Le but de tout ça, c'est de préparer donc le DO numérique. Le DO numérique, je le disais aussi tout à l'heure, c'est que si on veut faire un DO numérique, il faut être sûr qu'on ait bien une maquette telle que construite, ce qu'on appelle as-built. Donc, le contrôle qu'on pouvait faire avant en 2D, ben, il se fait toujours en 3D. Hein, c'est pas parce que je fais du BIM que le coût est gagné. Et puis surtout, donc, je disais, donc, de gérer la data, c'est vraiment l'élément primordial sur le BIM, c'est la donnée, la donnée, la donnée. Et donc, la dernière phase en termes d'exemple, c'est la partie exploitation-maintenance. Donc, j'en parlais, donc, le DO tel que construit, le DUIO, donc le dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage, et donc de fournir un modèle tel que maintenu. C'est-à-dire qu'une fois que ma période d'exploitation-maintenance est terminée et que je transmets le flambeau, il faut être sûr que au-delà d'avoir tel que construit, j'ai aussi tel que maintenu et mis à jour les maquettes, les modèles et les informations sur ce qui s'est passé. Et tout ce qui va être smart building, gestion, exploitation, maintenance et building operating system. Pour ça, donc quelques exemples. On a très récemment livré, et c'est là aussi l'intérêt, c'est que le BIM, souvent quand on va parler du BIM, moins maintenant, mais surtout au départ du BIM, on parlait du BIM que sur les gros projets. Là, il y a un mois de ça, je viens de livrer un Puca BIM à Fouléronne, près d'Agen. C'était 45 logements. C'est la petite image que vous avez en bas à droite avec les immeubles. 45 logements livrés avec un DO numérique. Objectif rempli, DO numérique OpenBIM. Donc, on transmet des modèles IFC. On a des informations sur les maquettes. On a des P7 qui nous permettent d'accéder rapidement à l'information sur les différents objets. On a des liens relatifs dynamiques qui fonctionnent directement avec les fiches techniques. C'est-à-dire que je clique sur une chaudière, j'ai accès directement à la fiche technique de la chaudière, aux informations de date de mise en service, les entretiens, etc.
Donc, il n'y a pas que les gros chantiers qui peuvent se permettre de faire du BIM, des petits chantiers aussi peuvent le faire, et à moindre frais, de manière tout aussi efficiente. Et juste pour compléter ce que dit Damien, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est maintenance, exploitation, etc., c'est aussi géré à l'échelle de la ville. Des villes comme Genève, Monaco, ou les communautés de communes autour de Marne-la-Vallée, par exemple, avec EPAMarne, gèrent même le territoire en 3D, aussi bien pour l'infrastructure, donc tout ce qui est réseau enterré, canalisation, électricité, fibre, etc., que les permis de construire qui sont déposés en BIM directement. Donc, effectivement, à terme, la ville va être modélisée en 3D, aussi bien en maquette, mais aussi avec énormément de données à récupérer. Si demain il y a une intervention des pompiers, etc., ils sauront exactement où passe la conduite de gaz ou ce genre de choses. Donc, dans ce que disait Benoît à l'instant, c'est qu'on dans ces cas-là, on est plutôt sur des systèmes type SIM, donc City Information Modeling, des systèmes de SIG, de systèmes d'information géographique. On va être plutôt donc, dans la compilation de plusieurs modèles BIM. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que le BIM, ce n'est pas la finalité, c'est une pierre qui vient à l'édifice et qui va permettre, grâce à cette mutualisation, cette capitalisation, avoir un impact plus fort à l'échelle de la ville, de la communauté. Et là, vous avez un exemple avec un outil qui s'appelle Theia, qui est produit par Stéréographe. Il y en a d'autres, il y a Active3D, il y a BIM Player. On voit aussi avec Blocking Block des outils qui vont permettre de pouvoir faire de la gestion ou en tout cas, ils ne vont pas forcément permettre de faire de la gestion directement, mais ils vont être une interface qui va permettre de simplifier la communication et la compréhension et l'appréhension des différents outils numériques et l'interfaçage avec les différentes IoT. Donc là, on voit un exemple où je vois une CTA, je peux récupérer des informations sur ma CTA, éventuellement piloter ma CTA, voir la consommation de la CTA. L'exemple que je donne régulièrement, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme sur nos voitures. Aujourd'hui, on nous dit la voiture, la vidange, il faut la faire tous les 30 000 km. Si sur ma voiture, j'avais un capteur qui me permettait de vérifier la viscosité de l'huile de mon moteur, bah, si ça se trouve, à 20 000 km, j'aurais peut-être déjà le voyant qui s'allumerait et me dirait bah, attention, il faut faire la vidange parce que là, l'huile, elle est arrivée à saturation. Ou inversement, arrivé à 30 000 km, je peux encore en faire 10 000 de plus parce que j'ai une huile qui est encore de bonne qualité. Bah, l'exemple est le même sur mon bâtiment. J'ai une centrale de traitement d'air en toiture. Je suis dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, on a les pins qui envoient du pollen à gogo à un moment donné. On me dit que normalement, le filtre à pollen il doit être changé une fois par an. Et ben, si ça se trouve, au bout de 6 mois, j'ai déjà une alerte parce que j'ai un capteur de puissance de ventilateur qui me dit que le filtre est encrassé parce qu'il est plein de pollen et qu'il faut changer plus tôt. Ou inversement, de pouvoir laisser ma CTA tourner plus longtemps et changer le filtre plus tard parce que finalement, il n'est pas encrassé et je vais pouvoir gagner un peu d'argent et changer plus tard. Donc, on va terminer dans 2 minutes, voilà. Même pas. Voilà, donc il y a juste deux exemples, juste pour vous montrer des images de réalisation qui ont été conçues en BIM, donc des projets, donc le biotope dans le nord, où vous voyez le réel et le virtuel effectivement au niveau des images, mais effectivement, comme vous l'avez bien compris, et puis le très connu, le tribunal de grande instance de Paris, donc vous l'avez bien compris tout au long de la présentation, ce ne sont pas que des images, mais c'est effectivement énormément de données qui sont derrière tous les éléments qui ont été modélisés à droite qui permettent de comprendre comment le bâtiment est conçu, comment est-ce qu'il est réalisé et que derrière, comment est-ce qu'il est contrôlé et ensuite comment est-ce qu'il vit dans le temps. Voilà, merci. Merci et à plus tard alors, du coup, s'il y a des questions. Merci à tous. Merci à vous deux.